Économie Le Max sur i24 News, bienvenue à tous. Au sommaire aujourd'hui, le Brésil et ses 200 millions d'habitants qui s'apprêtent à vibrer dimanche pour une élection présidentielle à très haut suspense. Une certitude, l'économie servira d'arbitre. Son bilan la fragilise. Dilma Rousseff, la présidente sortante, va-t-elle payer le prix du net ralentissement de la croissance depuis 3 ans? Dette, inflation, investissement, le point dans un instant. Et puis rien ne va plus décidément pour l'Argentine. Après un nouveau défaut de paiement en juillet, Buenos Aires fait face à l'effondrement des cours du soja. Un soja sur lequel le pays avait parié il y a 20 ans et qui l'avait sauvé de la crise de 2001. Cette fois, c'est l'ensemble du secteur agricole qui semble menacé. Rendez-vous tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Un point avant tout cela sur l'essentiel de l'actualité éco à travers le monde. On part d'abord à Hong Kong. Central, le quartier d'affaires était envahi hier par des dizaines de milliers de militants pro-démocratie qui dénonçaient la décision de Pékin de limiter la portée du suffrage universel. Les forces de police ont donné l'assaut à l'aide de gaz lacrymogène. Transports et activités ont été sérieusement perturbés, et notamment les banques, secteur vital pour ce territoire. Et ce matin, la bourse de Hong Kong perdait à la clôture 1,9%. La plus forte baisse en 3 semaines. Cette nuit, le gouverneur de Hong Kong a tenté de lancer un message d'apaisement. Citoyens, Hong Kong est notre maison. Depuis longtemps, Hong Kong se développe dans la stabilité car chacun est pacifique et respecte la loi. Nous ne voulons pas que le chaos prenne le dessus et nous espérons que la vie quotidienne poursuivra son cours normalement. Voilà, à savoir, la part de Hong Kong, 7,5 millions d'habitants dans le total du PIB chinois, est passée de 18% en 1997 à moins de 3% aujourd'hui. Hong Kong qui reste tout de même la ville la plus riche de Chine. Et non loin de là, au Japon, Shinzo Abe, le chef du gouvernement, a renouvelé ce lundi devant le Parlement ses appels à l'amélioration des relations avec les voisins chinois et sud-coréens. Appel au dialogue, notamment autour des conflits territoriaux et au développement de la coopération. Et sur le plan intérieur, le Premier ministre a réitéré ses promesses de lutter contre la déflation, relancer la croissance et assainir les finances publiques. Nous souhaitons relancer l'économie et poursuivre dans le même temps l'assainissement budgétaire et finalement garantir un cercle vertueux pour l'économie. L'une des missions de mon cabinet est de faire en sorte que toute la population ressente cette reprise. Apple surfe en ce moment sur le succès de son iPhone 6, mais les ennuis pourraient surgir d'Europe pour le géant californien. La Commission européenne s'apprête à publier les conclusions de son enquête sur les largesses fiscales dont aurait profité la marque à la pomme durant plus de 20 ans. L'Irlande notamment est dans le collimateur de Bruxelles. Elle aurait accordé au groupe un régime de 2% d'imposition sur les bénéfices contre une moyenne de 12,5% pour les autres sociétés. Les Pays-Bas et le Luxembourg sont aussi visés par ces enquêtes qui concernent également d'autres multinationales. En bref, toujours en Europe, l'Allemagne pourrait subir plus que prévu l'impact de la crise ukrainienne avec une croissance inférieure à l'objectif de 1,8% cette année. Une annonce faite hier par le ministre de l'économie Sigmar Gabriel. On rappelle qu'au deuxième trimestre, le PIB allemand s'était contracté de 0,2% avec un léger repli du commerce extérieur. L'actualité en France, 2 informations. D'abord, le déficit de la sécurité sociale. Il dépassera finalement les prévisions. 11,7 milliards d'euros pour 2014 contre 9,6 inscrits au budget. Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, l'a annoncé hier. Du coup, les branches famille et santé seront mises à contribution. Et puis, autre information, la fin de la grève des pilotes chez Air France, mais toujours pas d'accord sur l'avenir des contrats de travail. Au total, les 14 jours de grève pourraient coûter à la compagnie 300 millions d'euros. Et puis le budget 2015 d'Israël. Yair Lapid, le ministre des Finances, l'a enfin présenté hier. 89,2 milliards de dollars hors remboursement de la dette et une rallonge de 2,2 milliards pour la défense. Après un premier supplément, 1,6 milliard déjà consenti pour cette année. Alors l'ensemble des dépenses progresse de 2,4% sur un an. Le budget de l'éducation augmentera lui aussi d'1 demi-milliard de dollars. Si le précédent budget était un budget de crise, celui-ci est un budget d'espoir et de promesses. Il y a 2 ans, j'ai dit, nous sommes ici pour réaliser un changement. Ce changement arrive aujourd'hui. C'est un pays en souffrance économique et sociale, sportive aussi, après le fiasco du mondial qui s'apprête à élire son président. Le Brésil est certes devenu la 7e puissance économique mondiale, mais comme les footballeurs, l'essoufflement a touché la croissance ces derniers mois. Moins de 1% attendu cette année contre 7,5% il y a seulement 4 ans. Inflation, déficit, c'est bien autour de ces thèmes que se jouera dimanche le scrutin. Explication, Johanna Citruc.
Dernière ligne droite dans la course à la présidentielle. Le 5 octobre, les Brésiliens devront voter pour choisir qui reprendra les rênes de leur pays. Une élection largement dominée par l'économie. La situation économique sera peut-être l'un des plus grands facteurs qui sera pris en compte pour l'élection 2014. Si Dilma Rousseff l'emporte, ça sera le 3e mandat du Parti des travailleurs, donc avec le même type de gouvernement. Et en plus, elle a hérité d'une bonne situation économique, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elle quitte son poste avec une croissance plus faible, une inflation plus forte et des finances publiques moins équilibrées que lorsqu'elle est arrivée. Si la croissance s'élevait à 7,5% en 2010, depuis, l'économie brésilienne a ralenti. Tout juste 2,5% en 2013. Et pour 2014, les prévisions sont comprises entre 0,3 et 0,9%. La relance par la consommation menée par Dilma Rousseff s'est rapidement essoufflée. À force de consommer, la classe moyenne s'est endettée. Aujourd'hui, la croissance n'est pas repartie et l'inflation a atteint 6,5%, le plafond fixé par les autorités. Pour tenter de redresser la situation, 2 candidats menacent la présidente sortante. Aécio Neves, le social-démocrate, et Marina Silva, la socialiste. Mais dans leur campagne, tous esquivent les sujets sensibles. Il y a une absence évidente dans les discours des 3 candidats qui concernent les principaux domaines des questions d'ordre social. La santé, l'éducation, l'emploi, les revenus et la sécurité alimentaire. Il n'y a pas de débat sérieux, structuré au sujet de ces problèmes. Aucune suggestion capable de combattre de façon cohérente les inégalités au Brésil. Malgré ces erreurs et une cote de popularité en berne ces derniers mois, les sondages donnent Dilma Rousseff vainqueur de cette élection, avec 40% des intentions de vote. Une avance qui reste faible et des indicateurs, on l'a compris, parfois alarmants. Alors faut-il s'attendre à une rupture après 12 ans de pouvoir du Parti des travailleurs? En ligne avec nous, le professeur d'économie Carlos Cuenan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, spécialiste de l'Amérique latine. D'abord, à qui attribuez-vous ce ralentissement sérieux de la croissance au Brésil ces dernières années? Au contexte mondial ou bien surtout aux politiques menées récemment? On sait qu'on a beaucoup misé notamment sur la demande intérieure. Je pense que c'est essentiellement une dynamique de croissance qui avait été mise en place à partir des années 2002-2003 avec l'arrivée du président Lula et qui misait beaucoup sur le développement de la demande domestique, avec une politique d'accroissement important des salaires, des politiques sociales également adressées aux secteurs les plus défavorisés, ce qui a fait que la classe moyenne, notamment la classe moyenne inférieure, s'est fortement développée. Il y a des millions de personnes qui sont entrées dans ces secteurs-là au cours de ces 10 dernières années. Mais ces dynamiques-là, finalement, s'est épuisée petit à petit, a atteint ses limites. Le Brésil est confronté, d'une part, à une stagnation des prix des matières premières qu'il exporte, comme d'autres pays latino-américains depuis 2 ans, et à une certaine stagnation aussi de la demande chinoise, et d'autre part, à une très forte concurrence internationale sur le secteur industriel, en partie aussi menée par les entreprises chinoises, ce qui a généré aussi un ralentissement, voire un recul de la production industrielle au cours de ces derniers trimestres. Alors justement, on a compris, le potentiel de cette demande intérieure, il a été épuisé avec des ménages assez endettés, mais outre la croissance et l'inflation, il y a aussi l'investissement, vous le disiez, qui préoccupe au Brésil, moins 11% sur un an, malgré la Coupe du Monde et les JO dans 2 ans. C'est l'autre point noir pour Dilma Rousseff. Oui, disons qu'il y a une situation qui s'est détériorée sur plusieurs fronts, et sur le plan économique aussi, une inflation élevée, qui, comme cela a été rappelé à l'instant, a atteint la 6,5%, même un petit peu plus, qui est la limite supérieure établie par la Banque centrale dans sa politique de target inflation. Donc, un contexte économique, disons, qui est devenu plus difficile. On ne voit pas par quel mécanisme, disons, la croissance serait redressée, si ce n'est à travers une série de réformes et des mesures qu'il faut mettre en place. Certaines ont été déjà esquissées ou décidées, mais ça tarde à se mettre en place. Par exemple, il faut que le Brésil mette en place un grand effort de développement des infrastructures qui laisse à désirer. Là, on a vu ça aussi au moment de la Coupe du Monde de football. Et alors justement, il faut qu'il y ait des gains de productivité dans l'économie. Alors, on va parler... pour monter la compétitivité.
On va parler rapidement des favoris de cette élection. Qui rassure le plus les investisseurs? On sait que l'écologiste Marina Silva a aussi le soutien de la Banque centrale à qui elle veut donner les mains libres et aussi des milieux d'affaires. C'est un vrai atout d'après vous? Écoutez, disons, en principe, pour les investisseurs, les candidats les plus favorables étaient, avant l'émergence de Marina Silva, Aécio Neves, du parti PSDB, un parti de centre-droit, avec la mort du candidat Campos et justement la nomination de Marina Silva, la donne a changé. Et celle-ci est effectivement vue d'un œil favorable pour les investisseurs, comme étant peut-être celle qui pourrait mener certaines réformes plus favorables au développement du secteur privé et plus rapidement. Mais en même temps, il faudrait être attentif à la possibilité, disons, de la victoire de cette candidate, puisque elle est finalement, comme vous l'avez rappelé, quelqu'un, disons, qui se regarde de l'écologisme. C'est comme ça qu'elle a été ministre de l'environnement du premier gouvernement Lula dans les années 2000. Mais elle est aussi fortement influencée par les courants évangélistes de l'Église au Brésil. Et tout ça aussi associé à un certain libéralisme sur le plan des positions économiques. Donc, c'est peut-être pas clair, disons, quelle serait finalement l'orientation qui va dominer dans le cas où Marina Silva serait victorieuse dans les élections. Donc, c'est pas tout à fait clair pour le moment. Merci beaucoup, Carlos Conan. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Allez, second dossier, on reste dans la région. Le cas de l'Argentine préoccupe lui aussi ces derniers mois. Le pays est techniquement en faillite partielle depuis fin juillet. Et pour enfoncer le clou, ce sont les cours du soja qui s'effondrent, moins 33% en seulement 2 mois. Un soja vital pour la troisième économie d'Amérique latine puisqu'il assure 37% des exportations, 5% du PIB. Il faut s'attendre aujourd'hui à des conséquences en chaîne. Éric Berdugo. Nouvelle source d'inquiétude pour l'économie argentine. Déclaré en défaut de paiement en juillet dernier, cette fois-ci, le pays doit faire face à la chute du cours du soja sur les marchés internationaux. Le prix de la tonne est passé de 500 à 340 $. Problème, l'Argentine fait partie des 3 plus gros producteurs de soja au monde. Une situation qui devrait ébranler son économie pour l'année 2015. Selon les premières estimations que nous avons sur le soja, nous perdrons cette année environ 4 milliards de dollars pour la prochaine campagne. Dans toutes les provinces agricoles, cela aura des conséquences sur l'industrie des dérivés de soja, comme la farine ou l'huile de soja. Le prix du soja a atteint son plus bas niveau depuis 4 ans. Dans sa chute, il pourrait entraîner toutes les céréales du pays, déjà touchées par une baisse des ventes généralisée. Un contexte inédit pour la troisième puissance économique de l'Amérique latine, dont les produits agricoles sont l'un des fers de lance des exportations. L'industrie agroalimentaire représente 70% des exportations totales de l'Argentine. Le soja, qui est le principal produit qu'exporte l'Argentine, fait entrer 25 milliards de dollars chaque année. Et pour ne rien arranger, à cette baisse des prix s'ajoute le changement de saison, inopportun aux récoltes. Autant de facteurs peu rassurants pour les Argentins. La chute des prix a forcément un impact sur le produit, car les prix baissent, mais le coût reste le même, voire augmente. Au final, c'est tout le secteur agricole qui pourrait être impacté, car moins de production signifie aussi besoin en main-d'œuvre réduit. Des possibles emplois détruits, alors que le taux de chômage devrait déjà s'établir aux alentours de 7,6% en 2014. Voilà pour cette spirale vicieuse en Argentine. Et on passe au Media Watch. Et on s'intéresse pour cette revue de presse au coût de la guerre menée par les États-Unis contre les djihadistes de l'État islamique. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors on parle d'1,5 milliard de dollars par mois pour l'instant. Effectivement, l'information a été révélée en fin de semaine dernière, vendredi, par le secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel. Et les opérations donc, menées par les États-Unis en Irak depuis le 8 août dernier et en Syrie depuis la semaine dernière contre les djihadistes de l'État islamique coûteraient entre 7 et 10 millions de dollars par jour, donc environ 1,5 milliard de dollars par mois. Et est-ce qu'on a quelques détails sur quoi se concentrent les dépenses aujourd'hui, sur quel poste essentiellement? Alors oui, on a des détails et c'est principalement à cause du matériel de défense qui est ultra sophistiqué et donc très cher. Il y a par exemple les missiles qui sont lancés par la marine qui coûtent plus d'1 million de dollars chacun. Il y a les bombes dites intelligentes qui sont guidées en fait par des satellites pour pouvoir atteindre leur cible plus facilement, qui comptent
comptent environ 40 000 $ chacune. Et puis, il y a aussi les heures de vol, car pour faire voler un avion, il faut débourser au moins 10 000 $ par heure. Donc voilà pourquoi, au final, la facture est plutôt élevée. D'ailleurs, le secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel, a prévu de demander un petit financement supplémentaire au Congrès américain. Et pourtant, il faut quand même relativiser, puisque 7 à 10 millions de $ par jour, c'est tout de même beaucoup moins que le coût de la guerre en Afghanistan, qui était évalué à 212 millions de $ par jour. En tout cas, ça reste un montant qui pourrait évoluer en fonction, bien sûr, des circonstances et qui pourrait aussi grossir en fonction du temps. Merci beaucoup, Johanna, et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. L'impact du virus Ebola en Afrique subsaharienne sera notamment au rendez-vous et l'information continue. Restez avec nous.